Merci de votre fidélité au programme de Gandan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Pour ce nouveau numéro et dans cette première partie d'émission, nous parlerons de ce livre intitulé Mémoire collective, une histoire plurielle sur les violences politiques en Guinée de 1954 en 2009, document qui a créé assez de polémiques, un document diversement apprécié, en tout cas qui a été fait grâce au concours des journalistes français, des universitaires guinéens et étrangers, mais aussi des organisations de défense des droits humains. Pour en parler justement, je reçois dans cette première partie de Café Débat l'invité, c'est bien Laurent Kouro, il est journaliste, rédacteur en chef du service Afrique de RFI. Laurent, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci de me recevoir, Mamadou. Et votre séjour, comment ça se passe? Ça se passe très très bien, c'est toujours un plaisir d'être en Guinée. Bien, merci. Alors, on parle de ce livre, Mémoire collective. Depuis que vous êtes arrivé, vous l'avez présenté au palais officiellement, et depuis là, ça parle partout, ça va dans tous les sens. Il y en a qui parlent de falsification de l'histoire, il y en a qui parlent de parti pris, il y en a qui parlent même de réhabilitation, de l'esprit colonialiste ou néocolonialiste, ainsi de suite. Votre réaction déjà à cette passion qui a suscité votre livre? Cette passion, elle est prévisible puisque le pari de ce livre, c'était de traiter d'un sujet difficile sur lequel les auteurs guinéens eux-mêmes disent qu'ils ont du mal à écrire, qui est cette histoire des violences politiques. Donc nous savions en arrivant qu'effectivement on aurait toute une série de réactions passionnelles et également qu'on essuierait des tirs de barrage de personnes qui souhaitent cadenasser la pensée en Guinée, qui souhaitent qu'un débat contradictoire, universitaire, avec des voix différentes puisse avoir lieu. Et donc on s'attendait effectivement à ce qu'il y ait ce type de réaction. Ce qui est quand même regrettable, c'est que toute cette polémique, elle ne s'est pas faite sur de bonnes bases. C'est-à-dire que la polémique s'est engagée sur le nom des contributeurs. Un tel s'appelle Kouro, un tel s'appelle Camara, un tel s'appelle Diallo. Et les gens, en fait, ont eu un avis sur le livre simplement à partir de ça, ont estimé que le livre n'était pas intéressant et donc ne l'ont même pas ouvert. Voilà le problème, en fait, de toutes les polémiques qui ont lieu depuis que le livre a été lancé. C'est qu'à aucun moment, le débat n'a été porté sur le contenu du livre. Bien. En même temps, quand les gens parlent de falsification de l'histoire, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous avez comme réponse face à cette impression qu'ils ont que c'est une falsification de l'histoire? Alors, toute personne qui est de bonne foi et qui acceptera d'ouvrir ce livre avant de le commenter se rendra compte que, par exemple, sur la question de l'implication de la France dans les manœuvres de déstabilisation contre la toute jeune Guinée, après 1958, nous avons un chapitre qui présente de manière complètement neuve et de manière complètement claire la déstabilisation, le complot qui a eu lieu en 1960 contre Ahmed Sékou Touré. Nous indiquons comment ce complot a été préparé depuis le Sénégal, comment des armes devaient être transférées du Sénégal vers la Guinée, comment des opposants guinéens de la diaspora qui appartenaient à une association qui s'appelait la Solidarité guinéenne ont été entraînés à Dakar. Et nous publions dans ce livre le témoignage inédit d'un ancien membre des services secrets français, ce qu'on appelle le 11e choc, qui était le bras armé des services français de l'époque, qui explique comment s'est déroulée toute cette opération. Donc, ceux qui nous disent « vous dissimulez, vous ne faites que travestir l'histoire », qu'ils lisent ce livre d'abord. Alors, après, on nous dit, oui, vous salissez le nom d'Ahmed Sékou Touré. Nous ne salissons pas le nom d'Ahmed Sékou Touré. Ce livre publie des textes qui montrent à quel point il a été un leader important, un leader essentiel des indépendances. Ahmed Sékou Touré a été un grand visionnaire de la décolonisation. Ça, personne ne peut le nier. Et ça, quelque part dans le livre, cela est mentionné. Cela transparaît, oui, oui, tout à fait. Il y a un texte d'Aimé Césaire qui présente Ahmed Sékou Touré comme l'homme africain fondamental. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que le livre est balancé. En même temps, on ne peut effectivement pas fermer les yeux sur la façon dont le régime de la Première République a fini par dériver, comment, sous un certain nombre de pression de l'étranger, pression économique en interne, tension même au sein de l'appareil politique, le régime a fini par se durcir et Ahmed Sékou Touré, à un moment de l'histoire, devient le maître d'un système autoritaire dans lequel la contestation n'a pas sa place. Et nous présentons ce double visage d'Ahmed Sékou Touré. Je crois qu'on doit au grand leader qu'il a été
de le prendre dans toute sa complexité. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire la vérité, puisque tout le bien qu'Ahmed Sékou Touré a apporté au peuple africain ne sera pas effacé par les dérives que son régime a connues. Donc, est-ce qu'on peut dire que dans votre démarche et dans vos recherches, certes, l'accent a été mis sur les violences politiques de 1954 à 2009, cela n'a pas non plus occulté dans ce document ce que les autres appellent les pages glorieuses de l'histoire du pays. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'on n'a parlé que de violence, du mauvais côté, et qu'on n'a pas parlé des phases glorieuses, de ce qui peut être magnifié dans les prises de l'indépendance, à la résistance coloniale, ainsi de suite, jusqu'à 2009. Mais vous dites que ces parties sont dans le livre, mais peut-être pas, je vais dire, ne prennent pas le dessus sur les violences politiques. Si on veut comprendre en fait pourquoi des violences politiques ont fini par apparaître en Guinée, on doit comprendre à quel point aussi Ahmed Sékou Touré a été une figure importante de la décolonisation. On doit comprendre l'espoir immense que le nom a créé en 1958. Parce qu'en fait, la violence de la réaction française en 1958 a été à la hauteur aussi des espoirs qu'Ahmed Sékou Touré a pu créer dans l'ensemble des populations d'Afrique francophone. Donc, nous ne sommes pas là pour encenser, pour glorifier ou pour discréditer. Nous sommes là pour essayer de comprendre pourquoi ce qui a été a été. Et donc, nous essayons de comprendre, effectivement, y compris en évoquant certains aspects glorieux de l'histoire guinéenne, comment se mettent en place les choses qui conduisent à des violences politiques. Après, je ne vais pas vous mentir, le sujet de ce livre, ce sont les violences politiques. Il s'agit de comprendre pourquoi, à différentes périodes de l'histoire de la Guinée, on a assisté à ces violences politiques. Ça n'est pas un livre sur l'histoire de la musique, qui est un patrimoine fascinant, passionnant, extraordinaire. Ça n'est pas un livre sur l'histoire de la démocratie ou sur l'histoire des partis politiques. C'est un livre sur l'histoire des violences politiques, et c'est un sujet que nous avons choisi justement parce que c'est un sujet bloquant sur tout le reste. La mémoire bloque si on ne résout pas cette question des violences politiques. Et en parlant justement de périodicité, dans je veux dire les moments que vous avez ciblés, pourquoi le choix de 1954, alors qu'il y a justement la période de la pénétration coloniale, et pourquoi dans le temps vous vous arrêtez à 2009? Alors 1954, nous avons choisi 1954 parce qu'on est à ce moment-là dans une période où la compétition politique entre partis guinéens conduit à des poussées de tension assez fortes qui ont été admirablement décrites par une universitaire américaine qui s'appelle Elizabeth Schmidt et qui d'ailleurs contribue à ce livre. Vous voyez, il n'y a pas que des Français ou des Guinéens, il y a aussi une universitaire américaine qui est associée. Donc voilà pourquoi 1954. Nous nous sommes posé la question de savoir quelle place il fallait accorder aux violences coloniales dans ce livre. Nous ne nions pas l'horreur des violences coloniales qui ont eu lieu pendant la colonisation. Au contraire, elles ont été terribles, elles sont condamnables. Il y a un examen de conscience de la France à faire sur ce qu'il s'est passé pendant la colonisation, mais c'est justement parce que cette matière est dense, importante, et qu'il ne fallait pas la traiter de manière très rapide, que nous avons pris le parti de mettre le point de départ sur 54 et sur la façon dont les élites politiques de l'indépendance sont façonnées par les blessures de la colonisation, par la mémoire de ce qui s'est passé, comment Ahmed Sékou Touré a pu vivre dans sa chair ces violences coloniales, le souvenir qu'il en avait. On a façonné sa personnalité politique. Voilà, c'est exactement ça. Comprendre comment tout cela a pu façonner sa personnalité politique. Tout cela est bien d'autres choses. Comment le fait d'être le petit-fils de Samori Touré a joué un rôle aussi dans sa carrure politique. Nous avons donc cet article qui est fantastique, qui est écrit par le professeur Malado Sidi-Baldé, qui essaie de comprendre quelles sont les origines de ce qu'on appelle l'imaginaire politique de Sékou Touré. Qu'est-ce qui fait que Sékou Touré a été l'homme Sékou Touré. Bien. Et bref, on peut dire donc que vous avez été en gros incompris sans doute par ceux qui se sont lancés dans cette vague de contestation, ou est-ce que, je veux dire, peut-être que le livre, vous n'avez pas eu le temps de l'amener sur le terrain avant pour que les uns et les autres le lisent, parce que quand j'ai vu la réaction de ce doyen, qui est aussi un des compagnons de l'indépendance, qui est un des inconditionnels du régime de Sékou Touré, du parti État, et tout de suite il a rejeté tout ce qui est dans le livre.
on ne peut pas dire que c'est parce qu'il est vieux, mais en fait, il pense que ce livre a tout simplement nié, que c'est du nihilisme historique, tout simplement. Donc, est-ce que le livre, le fait que ce n'est pas venu avant pour que les gens le parcourent, est-ce que vous avez quand même annoncé le livre avant que vous le présentiez? Oui, en fait, dès juin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dès juin, nous avons publié sur le site RFI Savoir, savoir.rfi.fr, ce qu'on appelle les bonnes feuilles de ce livre, en fait, une partie des enquêtes qui y figuraient. Et notamment, par exemple, l'enquête sur le complot de 60 des services secrets français a été publiée dès ce mois-là. Donc, les gens n'ont pas forcément prêté attention à ce moment-là, mais nous avons essayé aussi de donner des indications de ce qui allait être publié. Moi, je crois aussi que nous faisons face à un tir de barrage de personnes qui souhaitent que le débat historique ne soit pas engagé de manière pluraliste, à des nostalgiques de l'ancien régime, dans lequel c'était la pensée unique, c'était un discours qui ne pouvait pas souffrir de contestation. Et ces gens-là, je pense, sont opposés au fait qu'on puisse entrer dans un débat pluriel sur l'histoire. Si vous voulez, il en est de l'écriture de l'histoire, de l'écriture des livres, comme d'un paysage médiatique. Ce qui fait la richesse de la démocratie. Voilà, ce qui fait la richesse de la démocratie guinéenne, c'est toutes ces radios privées, toutes ces télés privées qui alimentent le débat, avec une télévision comme France 24, une radio comme RFI, qui apporte aussi un regard autre, complémentaire. Il en est exactement pareil pour ce livre. C'est parce qu'on aura une pluralité qu'on pourra enfin s'approcher de la vérité, alors que si on laisse une seule personne, un seul auteur, avoir le monopole du récit historique, évidemment qu'on va s'enfermer dans une version très parcellaire de cette histoire. Et là, on risque pour le coup d'être dans une histoire déformée. Et finalement, les gens qui crient à la falsification devraient se dire que le meilleur moyen de lutter contre la falsification de l'histoire, c'est d'avoir un pluralisme de points de vue. Et ce que vous dites aux gens, c'est d'abord de lire ce document et entièrement avant justement de passer à la critique du document. On a l'impression qu'il y a eu plus de passion, des réactions instinctives, peut-être en voyant les noms, les visages des gens, qu'en voyant la démarche scientifique et le contenu du document. Alors, à moins que vous n'ayez autre chose à préciser. Non, je suis complètement d'accord avec vous. Voilà. Donc, peut-être que pour terminer cette première partie, je vais vous ramener sur un tout autre terrain, parce qu'avec le livre Mémoire collective, c'était vous et le livre face à une certaine opinion, à un certain public. Mais quand je vous amène par exemple à cette interview assez musclée hier entre le président de la République et vos confrères de TV5, du journal Le Monde et de RFI, de vous, c'était un peu la même situation où Alpha Condé était très sur la défensive, en colère, parce qu'il sentait que vos collègues n'étaient pas en train de parler des pages glorieuses de notre passé, dans cette période de célébration de nos 60 ans d'indépendance, mais qui le ramenait toujours sur le terrain des mauvais souvenirs. Par exemple, le drame du 28 septembre. Et vous l'avez vu, il a dit qu'il était choqué. Et à plusieurs reprises, il a répété. Alors, quelle est votre réaction à cette interview d'hier? Moi, je pense que cette interview d'hier, elle montre effectivement la colère d'un président qui est un peu surpris finalement que des journalistes puissent arriver au moment du soixantenaire et d'entrée de jeu engager la discussion sur des dossiers d'actualité comme si finalement cet anniversaire-là n'avait pas lieu. Donc j'entends cette colère du président et je la comprends. Et c'est vrai qu'il aurait probablement été un peu plus normal d'engager le débat sur le soixantenaire, la Guinée, 60 ans après, le parcours qui a été effectué, les difficultés que le pays a pu connaître, mais également les grandes réalisations et aussi tout ce patrimoine que la Guinée porte avec elle. Pour après en arriver, bien sûr, à des questions plus chaudes, plus sensibles, les questions que tous les Guinéens se posent et que vous connaissez aussi bien que moi. Mais je crois qu'effectivement, on est là dans une incompréhension finalement sur ce que cette interview pouvait faire. Le fait d'attaquer bien en tête sur des questions d'actualité a fait que le président s'est senti... s'est renfermé sur lui-même. Voilà, et l'interview n'a pas pu avancer. On dira que c'est une occasion manquée pour nous tous en fait. Voilà. Et pour lui et pour sans doute les journalistes. À moins qu'une fois encore vous n'ayez quelque chose à rajouter en ce qui concerne ce livre, les mémoires collectives, je peux que vous dire merci d'être passé. Merci de m'avoir reçu. À très bientôt sans doute pour d'autres interviews. Merci beaucoup.
Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette première partie de Café Débat. Tout de suite, dans la deuxième partie, je reçois Kramomadi Kamara, qui est juriste, pour parler finalement de la démarche des conseillers à la Cour constitutionnelle qui ont non seulement finalement fait remplacer Kélé Fassal à la tête de la Cour constitutionnelle, mais les autorités qui ont décidé de lui retirer ses gardes et tout le reste des sujets d'actualité. Nous en parlons juste après la pause D. À tout de suite. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Je vous l'ai dit tantôt, on parle de droit, de cours constitutionnels et de bien d'autres sujets d'actualité du moment. Et d'abord, la Cour constitutionnelle, Kélé Fassal, remplacée par ses collègues rivaux, ses gardes retirés, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce sujet? L'invité du jour, évidemment, Kramomadi, qui est déjà sur ce plateau dans cette deuxième partie d'émission. Kramomadi, bienvenue dans cette émission. Bonsoir, merci. Merci surtout de la disponibilité. Autre sujet dont on va parler, effectivement, c'est aussi les élections communales, l'installation des exécutifs communaux. Que dire des annonces de Bourema Condé pour le 5 octobre? Et puis, pour terminer, Alpha Condé, face à la presse internationale, choqué à la fin. Interview ratée ou pas là-dessus, notre invité nous donnera son avis là, tout de suite. Pour commencer par le premier sujet annoncé, alors oui, la Cour constitutionnelle, quel est le regard du juriste que vous portez sur les dernières évolutions de la crise? Les conseillers, les 7 ou les 6 conseillers qui ont décidé finalement de reporter dans un premier temps, de mettre à plus tard l'élection. Et après la mobilisation qu'il y a eu, ils ont finalement décidé de faire remplacer Kélé Fassal. Ce acte-là, est-ce que déjà vous avez une analyse juridique particulière? Parce qu'on parle entre-temps de délai juridique, c'est-à-dire que quand vous destituez un président, il y a un temps dans lequel vous devez passer à l'élection. Or, eux, ils ont décidé, entre-temps, de remettre à plus tard, peut-être que ça n'a duré que 24 heures ou 48 heures, mais est-ce que il y a une anomalie dedans? Évidemment qu'il y a une anomalie. Ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle n'est ni plus ni moins que du gangstérisme. Ce sont des institutions dans notre pays qui ont pris l'habitude de fonctionner avec des méthodes de voyous, et ce qui explique que le droit n'est jamais appliqué. Ce que je viens de dire, effectivement, est illustratif de ce qui s'est passé, parce que, vous l'avez rappelé, il y a 15 jours requis par la loi pour procéder à l'élection d'un nouveau président. Les dispositions légales, quand on décide de les appliquer, on les applique in extenso. On ne fait pas le choix d'appliquer en partie la loi ou de ne pas l'appliquer selon le bon vouloir de ce que nous avons souhaité faire. Les textes sont très clairs. Malheureusement, les frondeurs de la Cour constitutionnelle avaient décidé de reporter cette élection dans un premier temps s'inédier, sans fixer de délai, prétextant qu'il y avait des pourparlers en cours pour aboutir en tout cas à une sorte de décrispation de la crise. Entre-temps, il y a eu un changement, une volte-face de leur part, et 24 heures après la date butoir, l'élection a été organisée. Mais ils étaient déjà fort clos d'un point de vue procédural. Alors, pourquoi des conseillers qui sont gardiens de la Constitution, dont les textes qui régulent leur fonctionnement précisent clairement que c'est 15 jours qu'il y a entre la destitution et, enfin, l'élection d'un nouveau président et l'échéance du mandat ou de la destitution du président. Ce délai n'a pas été respecté par eux. En matière de délai, même quand c'est 1 minute, on est fort clos.
Et quand la procédure est viciée, on ne peut plus aller au fond. Ça veut dire que le président autoproclamé de la Cour constitutionnelle est illégal et illégitime. Illégal parce que sa procédure n'a obéi à aucun principe décrit dans la Constitution concernant la Cour constitutionnelle, et également la loi 006 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Alors, donc, même si dès au début, la démarche de ces 7 conseillers de bout en bout a été reprochée d'insuffisance notoire juridiquement, jusqu'à ce qu'ils viennent à prendre la décision avec un nombre requis au regard du principe justement selon quoi, s'il y a un certain nombre atteint par les conseils, ils peuvent destituer le président, mais le délai aussi qu'il faut respecter donc pour mettre un autre président à la place de celui-là qui a été destitué, même s'il a été mal destitué, ce délai aussi n'a pas été respecté par messieurs les conseillers. De ce point de vue-là, si il désigne un autre président comme celui-là qui est là maintenant, M. Bangoura, ça veut dire qu'il n'est pas légitime, il n'est pas légal. Peut-être qu'il n'est pas légal. Pas du tout, parce que les règles ont été totalement viciées. C'est pourquoi je parle de gangstérisme. Parce que dans le gangstérisme, il n'y a aucune règle. On applique simplement la loi du talion ou on applique la loi du plus voyou. Et c'est ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Ils ne se sont pas comportés en sages. Je ne vais pas dire qu'ils se sont comportés en voyous, mais ça a tout l'air. Parce que ce sont des méthodes de voyous, ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Il y a des textes qui sont précis et qui définissent les conditions et la manière par laquelle on peut aboutir à la mise en œuvre de ces conditions. Il était clairement mentionné, et il est encore très clairement mentionné dans les textes, qu'il faudrait un parjure ou alors une condamnation pour délit ou crime constaté par la Cour suprême. Qu'est-ce qu'il écoutait, ces 8 conseillers, de pouvoir abdiquer face à la violation de la procédure qui a créé une sorte de levée de bouclier pour reformuler leur démarche et aller dans le sens que la loi a prescrit. Bien. Ils en seraient sortis beaucoup plus grandis, mais ils se sont obstinés sur la voie de la méconnaissance et de l'ignorance de la loi. Finalement, ils ont procédé à l'élection d'un président qui n'a aucune légalité et qui n'a non plus pas de légitimité, parce que les textes sont assez clairs. La Cour constitutionnelle est le garant du fonctionnement correct des institutions et elle est en même temps le gardien de la Constitution. La Constitution incarne tout ce qui concerne la nation et donc tout le peuple de Guinée. Aujourd'hui, la majorité des Guinéens est choquée par ce qui arrive à la Cour constitutionnelle et par conséquence, elle ne reconnaît pas la légalité de celui qui a été élu et encore plus sa légitimité. Certainement, on me parlera de légitimité relative parce qu'il y a 8 conseillers qui ont élu ce président, mais ça ne va pas se limiter à cela. Il faut qu'il y ait une considération par extension pour dire que c'est toute la Guinée qui est concernée par cette institution. Parce que figurez-vous que la Cour constitutionnelle, c'est une haute juridiction. Elle ne fait pas partie de l'ordre judiciaire, mais c'est une haute juridiction en raison du caractère constitutionnel qu'il revêt. Bien. Alors, donc, à ce stade, nous sommes aussi, j'ai l'impression, dans une sorte de confusion. On ne sait pas qui doit faire quoi, qui peut faire quoi dans cette affaire. D'où l'interpellation par les uns et les autres du président de la République. Mais avant, je vous ai écouté à la radio, la dernière fois, vous disiez, en parlant de la lettre-réponse du greffier en chef adressée au vice-président, avant même qu'il ne décide de faire remplacer Kelefa, qui disait qu'il ne peut pas, je veux dire, satisfaire la demande du vice-président en sortant un acte dont il n'était pas là pour la réunion ou pour la plénière. Et là, vous avez dit qu'en cela, on peut donc aussi attaquer et accuser ses conseillers pour faux et usage de faux. Non, le greffier en chef peut porter plainte, tout comme le ministre de la Justice. Est-ce que cela est valable jusqu'aujourd'hui? Ces gens-là peuvent intenter des actes contre les conseillers, étant donné d'ailleurs qu'entre-temps, le ministre de la Justice a profité de la dédicace du livre du ministre de l'économie la dernière fois pour dire que son ministère n'était pas vraiment concerné par tout ça. Oui, vous savez, comme je l'ai dit, la Cour constitutionnelle reste une institution sui generis qui a un caractère particulier. Et c'est la raison pour laquelle les membres qui composent cette Cour ne sont justiciables que devant la Cour suprême, qui est la plus haute institution dans l'organisation judiciaire. Alors, cette Cour a l'habilitation
de se prononcer sur des faits de délits ou de crimes qui seraient reprochés aux membres de la Cour constitutionnelle. Il y a dans la démarche des conseillers frondeurs de la Cour constitutionnelle une démarche délictuelle, parce que les actes qui ont été posés n'ont pas obéi à toute la transparence dont ils devaient se revêtir, notamment en précisant dans l'arrêt que l'audience a eu lieu en présence du greffier en chef, ce qui n'était pas le cas parce qu'il l'a démenti. Et plus loin, l'arrêt précise que c'est avec son assistance. Alors qu'au visa des articles 116, 117 et suivants du Code de procédure civile et économique de notre pays, il est clairement mentionné qu'aucune audience ne peut et ne doit se tenir sans la présence d'un greffier, et que l'absence d'un greffier entraînerait la nullité des délibérations. Ça n'a pas été le cas. Et alors ça veut dire que d'un côté, l'arrêt qui a été rendu est un arrêt qui n'est pas opérant, qui est inopérant du fait de l'absence de greffier en chef, mais à côté de cela, le fait d'avoir menti, parce que c'est le mot, sur la présence de celui-ci est constitutif également d'un délit. À partir de ce moment, il est possible que ces conseillers puissent être passibles de sanctions devant la Cour suprême. Poursuivable donc par qui? Et justement, puisque la Cour constitutionnelle, dans de tels cas, ne peut pas s'autosaisir, il faudrait que cela puisse être enclenché. Et de quelle manière? Comme je le dis, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, peut effectivement saisir la Cour suprême à cet effet. Et aussi, il y a un autre canal qui peut être utilisé, c'est le biais aussi de l'agent judiciaire de l'État, qui peut aussi saisir la Cour suprême pour ce type d'acte. Il faut que cela soit clair. Or, le ministre de la Justice, comme je l'ai dit, a dit il n'y a pas encore 3 jours que lui, son département, n'était pas concerné par ça, ça ne relève pas de son ministère. Mais vous savez, le ministre de la Justice, moi j'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais parfois il dit des choses qui sont insensées. Il a dit assez de choses qui sont parfois contraires à la réalité. Et je ne pense pas que cette mesure qui impose en fait que son ministère, quand cela est requis, puisse agir, ne soit pas réel, parce que lui, il l'a dit, c'est une évidence, il faudrait parfois qu'il arrête de dire des choses qui ne font pas sens. Alors, qu'est-ce qui doit arriver maintenant? Et entre-temps, on nous rappelle que le président de la République a reçu les présidents des institutions républicaines au Palais Sécrétariat. Hier, selon les informations que nous avons, d'une part, pour recueillir leurs sentiments, leur réaction par rapport à la crise à la Cour constitutionnelle, ce qui a fait que personne n'a même été à cette rencontre au nom de la Cour constitutionnelle. Et selon ce qu'on a appris sur la RTG, c'était dans tout un autre cadre. Mais si c'était dans le cas de la Cour constitutionnelle, est-ce que vous pensez que le président est sur la bonne démarche avant de prendre quelques décisions qu'il faut? Parce que au jour d'aujourd'hui, on s'attend à ce qu'il sorte un décret pour soit confirmer celui-là qui a été choisi comme remplaçant de Kelempa, ou peut-être pour faire quelque chose d'autre qui puisse les enlever tous à la Cour ou remettre Kelempa à sa place. Qu'est-ce qui doit arriver? Mais honnêtement, je ne vois pas l'utilité de la rencontre, en tout cas si elle portait sur la crise à la Cour constitutionnelle. L'article 45 de la Constitution dispose clairement que le président de la République est le garant du fonctionnement correct des institutions. À partir de ce moment, il n'y a aucun recours à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, avant d'agir. La loi est très claire là-dessus. Il aurait fallu simplement de son impérium prendre des dispositions pour assurer le fonctionnement correct de l'institution qui se trouve être la Cour constitutionnelle. Première chose. Deuxième chose, dans le serment que le président de la République prête, je dis dans le serment qu'il prête, je vais vous dire pourquoi je dis cela. Dans le serment qu'il prête, il est clairement mentionné qu'il jure de respecter et de faire respecter la Constitution, et qu'en cas de parjure, qu'il subisse les rigueurs de la loi. Ça veut dire que quand c'est lui qui viole la Constitution, il faudrait qu'il soit sanctionné. Quand c'est une autre personne qui viole la Constitution, le président doit être sanctionné s'il ne prend pas de disposition, parce qu'il s'est engagé à faire respecter la Constitution. Alors, cela m'amène à me poser une question toute basique et à faire un lien entre 2015 et maintenant, lorsque le président avait eu un serment tronqué. Souvenez-vous que dans sa prestation de serment, il avait dit « je jure de respecter la Constitution » et qu'en cas de parjure que je subisse les rigueurs de la loi. Est-ce que c'était délibéré de sa part d'omettre le terme « faire respecter » ou pas?
Moi, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, à voir les choses telles qu'elles se produisent, ça a tout l'air. On a l'impression qu'il a du mal à faire respecter. Absolument. On a du mal à croire cela. Pourquoi hier, si effectivement cette réunion portait sur la crise de la Cour constitutionnelle, on n'a pas invité les membres de la Cour constitutionnelle, alors qu'au même moment, quelques semaines ou quelques jours avant, on a diffusé sur les ondes des médias d'État le communiqué faisant état de la destitution de Khalifa Sall. Où est la logique? Et en plus, et mieux que ça, je termine là-dessus, le président de la République, en plus des 2 griefs que j'ai apportés à sa démarche, n'était même pas tenu de convoquer ou en tout cas d'inviter ces institutions parce qu'il a un conseiller chargé des relations avec les institutions. Exactement. Il fallait s'en tenir à cela au lieu de créer une autre démarche qui vient encore une fois violer la loi. Ça veut dire que le président lui-même est dans une inflation de violation de la loi. Parce que déjà en amont, il a violé la loi en faisant venir ces personnes alors que la loi était claire, mais encore une fois, il n'a pas respecté son serment qui lui instruisait de faire appliquer la loi. Parce que ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle n'est ni plus ni moins qu'une violation de la Constitution, parce que c'est elle qui prescrit le mode de fonctionnement de la Cour constitutionnelle et renvoie dans ses autres dispositions complémentaires à une loi organique qui se trouve être la loi 006. Alors quand il y a un manquement à ces textes, ça veut dire qu'il y a un manquement à la Constitution. Le président doit prendre ses responsabilités et agir conformément à la Constitution, notamment en son article 45. Et je l'ai dit, le samedi pourtant, on a appris là aussi qu'on a retiré les gardes de Khalifa Sall. Est-ce que ce n'est pas un signe que la conspiration vient d'en haut, puisque personne ne peut donner l'ordre de retirer les gardes, si ce n'est que les hautes autorités, qu'elles soient militaires ou administratives. Évidemment, moi je suis convaincu d'une chose, et ça n'engage que moi, que ces frondeurs, au-delà de ce qu'on peut leur reprocher, et à côté des motivations qui a animé ces 8 conseillers à agir de la sorte, il y a le soutien du parrain. Allez savoir, mais il y a le soutien du parrain, parce qu'il n'aurait jamais eu le courage d'agir de la sorte s'il n'avait pas une caution, une onction du parrain. D'abord, il y a un certain nombre d'éléments, justement, peut-être il y a la dispersion de la mobilisation au devant de la Cour constitutionnelle, exactement, qui peut-être a donné carte blanche aux conseillers dès le lendemain d'élire quelqu'un d'autre à la place de Khalifa. Tout à fait. Et puis après a suivi le retrait de ses gardes. Le retrait de ses gardes et encore la diffusion de ce communiqué sur les médias d'État. Cela ne serait jamais passé sur les zones des médias d'État sans l'onction du parrain. Parce que si il n'avait pas cautionné cela, je vous parie que le soir un décret serait tombé pour limoger le directeur général de la RTG pour faute lourde. Cela n'a pas été fait. Les choses sont restées telles qu'elles sont. Et les conseillers ont continué dans la voie qui leur était tracée déjà par leur volonté et ont abouti à la destitution de Khalifa Sall. Les gardes lui ont été retirés et finalement on s'achemine vers justement son interdiction à signer les engagements financiers de la Cour constitutionnelle. Autrement dit, à lui retirer la gestion financière de cette institution. Tout cela ne peut pas se faire sans l'onction du parrain. Ce n'est pas possible. Bien. Et donc, tout ce qui peut, tout acte, en tout cas, qui pourrait nous situer vraiment sur la position du président dans cette affaire, c'est quand il sortira ce décret de confirmation. Évidemment, il faut qu'il y ait un décret de confirmation. Et là encore, je vais soulever un autre manquement, un autre vice à la démarche des 8 conseillers. Par respect du principe du parallélisme des formes, lorsque M. Khalifa Sall a été élu par ses pairs, il a été entériné par un décret du président de la République. Par respect du principe de ce parallélisme des formes, dès l'instant où il est destitué, il faudrait que cela se fasse constater par un décret, encore une fois, du président de la République, qui va ouvrir donc voie à l'élection d'un nouveau président 15 jours après, parce que le nouveau président va devoir faire l'objet de confirmation par un décret du président de la République. Mais si en amont il n'y a pas eu un décret, si en amont justement il n'y a pas eu ce décret pour constater la destitution de M. Khalifa Sall, il ne peut pas y avoir un autre décret. De confirmation de nouveau. De nouveau, parce qu'il n'y a pas eu un autre décret qui a abrogé le précédent. Et il faudrait qu'il y ait un second décret qui abroge toute disposition antérieure contraire. Parce que la disposition antérieure contraire serait la confirmation de M. Khalifa Sall. Il a été confirmé, il faudrait un décret pour constater sa destitution,
pour permettre ensuite qu'il y ait l'élection de nouveau. Mais tout cela dénote de beaucoup de choses dans notre pays, comme je le dis, le voyeurisme, les méthodes de voyous dans nos institutions, simplement, c'est tout le manque de valeur et de morale. Et pour terminer sur ce sujet, est-ce qu'on peut dire donc que tout ça, tout ce spectacle fait de notre pays la risée des autres pays, bien entendu dans le registre des mauvais exemples au sein des amphithéâtres de droit et ainsi de suite? Ben oui, j'ai eu avant-hier un échange avec un collègue juriste d'un autre pays qui a ironisé en me disant, avec tout ce qui se passe dans ce pays, je suis quand même heureux que tu ne sois pas un juriste constitutionnaliste, parce que sinon ce serait la honte pour toi. Je lui ai dit, ben oui, malgré tout cela, je reste quand même un citoyen guinéen et un juriste, et la honte, je l'ai déjà purgée depuis le début de cette démarche, et c'est regrettable pour notre pays. Très dommage d'ailleurs. En tout cas, on va suivre la suite de cette affaire et peut-être de la démarche de consultation que le président est en train de faire avec les autres présidents d'institutions. Mais d'ici là, parlons d'autres sujets. Là aussi, nous parlons d'élections et des élections communales, notamment de l'installation des exécutifs communaux. Après les interpellations des partis politiques, enfin, Bourema Condé annonce la date du 5 octobre pour commencer le processus d'installation des conseils communaux. Même si cela sème encore des doutes dans la tête des opposants qui disent que Bourema Condé a dit à partir du 5, or il se trouve que tous les conseillers doivent être installés le même jour, parallèlement, partout. Absolument. L'arrêté qui a été pris est une incongruité juridique. D'abord, d'un point de vue purement politique, nous avons traîné pendant 6 mois, 7 mois, sans pour autant installer les élus dans ces circonscriptions, motif tiré du fait qu'il y avait un contentieux dormant sur 12 localités et qu'il n'était pas admissible d'installer certains au détriment d'autres. D'accord? Mais si vous revenez pour régler le problème avec un arrêté qui stipule clairement que les installations vont se faire à partir du 5. Ça veut dire que certains seront installés le 5, d'autres le 6, d'autres le 7, le 8. Et qui dit d'ailleurs que c'est à cette date que ça va effectivement commencer? Parce que quand on dit à partir, ça veut dire que du 5 jusqu'à une date infinie, on peut les installer. Donc, on peut installer certains peut-être au mois d'octobre, d'autres en novembre et d'autres en décembre. Or, qu'est-ce que la loi? Donc, ça veut dire, non, mais déjà, la loi dans toute son entièreté a été violée et viciée. Ouais. Donc, on n'en est même plus là. Ouais. Mais malgré le fait qu'il nous ait déposé dans un cadre de non-droit, ils ne sont même pas parvenus à faire appliquer également ce non-droit. Parce qu'il n'y aurait pas de logique à prendre un arrêté pour délocaliser, enfin, comment décaler l'installation des conseils communaux au fur et à mesure. Ça veut dire qu'ils n'auraient tous pas la même date de prise d'effet. Donc ça veut dire que le problème, on l'a déplacé, on ne l'a pas résolu. Il aurait fallu simplement, pour monsieur le ministre, prendre un arrêté et dire que le 5 octobre 2018, les conseillers seront élus. Ça se passe simultanément dans les zones concernées. Il y a les préfets qui sont là, qui peuvent superviser cela. Il y a des organes de l'État qui sont là, qui peuvent superviser cela. On n'a pas besoin de décaler cela, ou bien il faut être partout pour assister à toutes ces installations. Donc il y a lieu qui reviennent là-dessus pour préciser les choses. Ça n'a pas de sens de dire à partir de... Sinon, on peut dire qu'on n'a pas encore fini avec les contestations politiques, avec les... avec les problèmes politiques. Non, on n'en a pas fini, Le véritable problème qu'on a toujours eu en Guinée, c'est l'approche politique, c'est ce qui nous plombe dans tous les sens, parce que la politique tient l'économie en état et le social aussi. Si politiquement ça ne va pas, rien ne peut avancer économiquement et même socialement. Et c'est la raison pour laquelle le pays est plombé. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a aucune embellie économique, les populations souffrent le martyre, parce que simplement une minorité politique a décidé de prendre la majorité sociale en otage. En tout cas, nous sommes le 1er aujourd'hui. Il nous reste pratiquement 4 jours pour voir effectivement comment les choses vont se passer à partir du 5, comme Bourema Condé l'a dit. Si ça commence mal, peut-être que là aussi, il va y avoir encore des confrontations politiques sans doute. On va terminer sur cet autre sujet, je l'ai dit. Alpha Condé face à la presse internationale, raté ou pas? Le pays est toujours aujourd'hui en difficulté, notamment il ne décolle pas économiquement, même si ces dernières années la croissance... Il ne décolle pas économiquement. Mais enfin, madame, vous ne connaissez pas la Guinée. Mais laissez-moi poser une question. Madame, vous ne connaissez pas la Guinée. Laissez-moi poser ma question. Vous ne pouvez pas dire qu'elle non, vous ne pouvez pas dire qu'elle ne décolle pas économiquement. En tout cas, il est en grande difficulté sur le plan économique. La Banque mondiale vient de quitter ici, le Fonds monétaire est là, la BAD
voyez qu'est-ce qu'ils disent. l'État... Comment dire qu'ils ne décollent pas économiquement? Quand je suis arrivé, quel était le PIB de la Guinée? Comment vous expliquez que les gens... Il est en grande difficulté quand même pour la population aujourd'hui. Mais les quel est sont le là. pays? Est-ce que la France, vous n'avez pas beaucoup de difficultés avec... Attendez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas les banlieues de gens pauvres, etc. Est-ce que c'est en 7 ans que je vais, comme par miracle, résoudre le problème de la Guinée? Mais je ne vous demande pas votre... Je ne suis pas sur votre bilan, quand monsieur je suis le Président. Vous ne vous informez pas. Les Brésiliens sont là avec les Argentins, ils sont à l'intérieur du pays. Les chiffres sur la pauvreté, monsieur le Président, pour nous accompagner pour la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Mais vous vous informez, ça ne vous intéresse pas ce qui se passe en Guinée. Ce qui vous intéresse, c'est de présenter une image négative de la Guinée. Non, mais non, monsieur, comment vous dites que la Guinée n'a pas avancé? Mais non, monsieur le Président, est-ce qu'il n'y a pas de pauvreté dans les autres pays africains? Les gens ne sont pas dans les rues? Est-ce que dans les autres pays francophones, 80% de la population est sortie de la pauvreté? Mais non, madame, c'est sérieux. Nous devons dire les 4 vérités. Je l'ai dit publiquement à l'Union africaine, tout le monde a entendu. Mais ça ne vous intéresse pas. Non, mais si, vous avez dit aussi... Ce qui vous intéresse, c'est venir en Guinée avec des idées arrêtées. Quand vous dites que la Guinée n'a pas... Mais madame, je suis choqué de vous entendre dire que la Guinée n'a pas émergé. J'ai bien entendu, monsieur le Président. J'ai bien entendu. Je suis choqué. Non, je suis choqué. C'est de cette désinformation de l'histoire de la Guinée. Vous aviez dit la Guinée n'a pas décollé alors que... Monsieur le Président... Quel était notre PIB? Demandez au Fonds monétaire. La Banque monétaire, le Fonds monétaire est là. Quel était notre PIB en 2011? Quel est notre PIB maintenant? Madame, ou bien vous vous informez ou vous venez avec des idées adaptées pour aller... Est-ce que ce n'est pas la peine de venir en Guinée? Vous restez en France et vous le dites. Vous dites après qu'il n'a pas décollé, vous venez en Guinée, vous ne savez rien. En tout cas, on a suivi cette interview qui était très musclée. Oui, très musclée. D'abord sur la forme. Je pense que le président devrait revêtir la tunique d'homme d'État. Il faudrait qu'il sache que les communications qu'il fait n'honorent pas notre pays en la forme. D'abord, sur le plan de la gestuelle, le plan sémantique, il y a totalement des incohérences. Et ça, il faut se le dire. Le ton n'était pas celui approprié pour un chef d'État. La manière n'était pas la bonne. Et si vous avez d'ailleurs suivi, ces journalistes étaient obligés d'écourter l'interview parce que le président n'était plus dans son carcan, il n'était plus dans son cadre. Il était hors de lui. Et ça, c'est très déplorable. Il faudrait que dans de ces circonstances, qu'il ait le self-control, qu'il ait le contrôle de soi et de ses émotions. Ça, c'est sur la forme. Je crois que son cercle de communication a manqué sur toute la ligne. Et ça, il faudrait que cela soit pris en compte parce que ce n'est pas lui qu'on voit, mais c'est les Guinéens qu'on voit derrière parce qu'on dira toujours votre chef d'État, votre président. Et en ce moment, ça devient vexatoire pour nous et je n'ai pas envie à tout le temps de subir encore cette indignité de la part des autorités du pays au plus haut niveau. Maintenant, dans le fond, j'ai vu un président assez chauvin, un président assez nationaliste, un président qui veut montrer sa guinéanité et son attachement à la Guinée dans un ton de vengeance. Parce qu'il a simplement voulu faire comprendre à la France que désormais la Guinée n'a plus à subir encore le courroux des autorités françaises, de la France tout entière, ou en tout cas des communautés étrangères, et que lui, il assumait cela. Mais je pense que c'est aller dans le sens contraire de ce que lui-même fait tout le temps. Il est le premier à être à bord des avions pour aller demander ceci ou cela. Il est tout le temps en train d'aller démarcher pour qu'on nous soutienne. Souvenez-vous que parfois, même quand des crises sanitaires arrivent, notamment Ebola, le président affirmait très clairement que la communauté internationale n'arrivait pas encore à déployer les moyens pour venir à bout d'Ebola. Si vous pensez vraiment être autonome, être indépendant, vous n'avez pas à commander. La main qui demande est toujours en bas. Alors, je ne vois pas en quoi le président va avoir l'orgueil de pouvoir montrer qu'il est assez chauvin, qu'il est assez nationaliste, pendant que tous les investissements qui sont faits en Guinée sont faits par ces Français. Mais psychologiquement, et en regardant la situation ou les réalités qui prévalent autour du président Alpha Condé, est-ce qu'on pouvait le comprendre? Un président qui est envahi par des crises, donc il est forcément stressé, moralement affecté ou psychologiquement affecté. La crise des syndicats au port autonome de Conakry, à la Cour constitutionnelle, les politiques qui lui mettent la pression, qui le menacent, à Mandiana, il y a du feu partout, on peut dire comme cela. Est-ce que ça aussi, ça ne l'avait pas mis sur la défensive, et puis alors que ces journalistes viennent avec des sujets qui fâchent en plus?
Ben écoutez, d'abord c'est le casting qui n'était même pas le bon. Ouais. Pourquoi choisir des médias étrangers pour venir parler des fêtes d'indépendance de la Guinée? C'est d'abord là où il y a eu le non-sens. Vous avez des médias locaux. Parce qu'il y a un complexe aussi. Mais tout à fait, ça n'a aucun sens. Il aurait pu les inviter aux côtés des médias guinéens à venir participer à une conférence de presse sur l'histoire de la Guinée, sur les indépendances de la Guinée. Mais pourquoi consacrer une exclusivité à un plateau de télé local pour le faire? Mais il a préféré aller avec ces médias étrangers pour parler des indépendances de la Guinée, et vous vous sentez choqué qu'il vous pose autre question qui ne soit pas cela. Si vous vouliez vraiment rester dans le carcan, prenez des journalistes guinéens, des témoins guinéens, des médias guinéens pour parler de ce qui s'est passé en Guinée, et vous serez beaucoup plus à l'aise. Et on saurait effectivement que nous sommes dans le cas des festivités de 60 ans. Mais ne vous sentez pas choqué qu'on vous pose des questions alors que vous avez prêté le flanc. Bien. Moi je trouve d'ailleurs que le président de la République a eu un mépris pour les Guinéens, a eu un mépris pour la presse guinéenne. Parce que ça aurait été une occasion pour lui de communier avec la presse, parce que c'est très rare. C'est seulement quand il y a des crises que le président prend la parole vis-à-vis des médias guinéens. C'était une occasion pour lui de venir prendre la parole devant les Guinéens, devant la presse guinéenne, pour aborder ce sujet qui concerne tout le monde. Mais il a préféré le faire avec des personnes qui ont fini par le vexer, et l'interview a perdu tout son sens. Finalement, on ne voit que le gâchis. Et pour parler d'indépendance et clôturer cette émission, deuxième partie, justement, quel regard vous portez sur la communication d'image dans cette affaire? Parce que justement, au cours de cette interview qui a choqué le président, il a dit qu'il ne veut pas parler du 28 septembre ou des mauvais souvenirs, il veut parler des 60 ans d'indépendance, et à cette occasion, il va raconter l'histoire du pays aux jeunes générations. Et en parlant d'histoire, si vous allez au stade du 28 septembre, il n'y a que des effigies, des portraits d'Alpha Condé, et les images parlent comme on le dit. Est-ce que ça ne donne pas l'impression que c'est plutôt Alpha Condé qui sera célébré en ces 60 ans d'indépendance que les résistants à la pénétration et les compagnons de l'indépendance dont on ne retrouve pas, en tout cas jusqu'hier, peut-être qu'on va le mettre aujourd'hui et demain, les photos de Sékou Touré et de tous ses compagnons, et peut-être des résistants aussi. Je pense qu'on a parfois tendance à trop rendre coupable le chef de l'État, alors qu'en réalité, les véritables responsables parfois de tout ce qui se passe, c'est son entourage. Moi, j'ai été très choqué de voir ces images et d'entendre aujourd'hui le secrétaire général de la présidence affirmer avec orgueil que le président de la République est venu leur demander et les instruire d'ôter sa photo et de mettre celle des compagnons. Ça veut dire que ce n'est pas le chef de l'État qui l'a fait. C'est eux qui le font. Parce qu'ils sont démagogues, parce que simplement ils sont plombés par un excès de zèle. Ah, donc finalement le président l'a demandé d'enlever ses photos. Le secrétaire général l'a dit, que le président est venu leur dire non, il faut rendre hommage aux dévanciers, à ceux qui ont effectivement permis aux 60 ans d'exister. Enlevez mes effigies et mettez les leurs. Ça veut dire que ce n'est pas le président, c'est eux qui font tout ce carnage parfois, et parfois on a tendance à rendre le président coupable de tout cela. Donc moi je me pose véritablement souvent la question de savoir, est-ce que dans certains cas bien précis, on ne se trompe pas de cible pour tirer sur l'ambulance? Cela est toute la question. Sinon, à vrai dire, ce serait à eux de préparer tout cela et faire en sorte que le président lui-même sache qu'effectivement c'est les 60 ans que nous sommes en train de fêter. Mais vous ne pouvez donc pas... c'est la nécessité pour le président aussi de se faire entourer des professionnels. Ben oui. Que ce soit dans le cadre de la communication, dans le cadre de la constitution d'un gouvernement, ainsi de suite. Évidemment, malheureusement, on est porté sur des choix subjectifs, des choix irrationnels, parce que les intérêts individuels priment sur les intérêts collectifs et les gens ont tendance parfois à donner la priorité à ceux qui peuvent avoir plutôt qu'à ceux qui peuvent faire pour le reste de la population. Malheureusement. En tout cas, c'était un très grand plaisir pour nous de vraiment partager vos avis sur ces différents sujets. Comme on m'a dit, la Cour constitutionnelle, les élections communales et Alpha face à la presse, et puis les festivités des 60 ans d'indépendance qui se feront demain. Moi, je vous souhaite bonne fête. Merci et bonne fête à tous les Guinéens par anticipation. Et je souhaite que ce soit une occasion de communion, de paix, de retrouvailles, et que cela puisse être le déclic d'une page qui se tourne pour que nous allions vers la paix et la prospérité. En tout cas, ce qui reste clair, c'est qu'à partir de demain, le compteur de l'histoire de la Guinée, de la période coloniale jusqu'à la période des indépendances, sera remise à zéro, si on peut le dire ainsi, à partir de demain.
60 ans de colonisation, 60 ans d'indépendance, pourvu que nous prenions conscience de tout ce qui s'est passé et prendre de nouvelles directions pour un changement radical au bénéfice de la nouvelle génération. À tous et à toutes qui avaient suivi cette émission, je vous souhaite bonne fête, pourvu que tout se passe demain dans la convivialité, la joie et tout et tout. En tout cas, on se retrouve après pour d'autres numéros de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.